Wittomness. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une œuvre dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, à savoir le Satyricon du Pseudo-Pétrone. Je dis effectivement Pseudo-Pétrone car le Satyricon lui est traditionnellement attribué, mais en réalité, nous avons de nombreux éléments qui nous amènent à douter de la paternité de l'œuvre. En effet, cette hypothèse est remise en cause de longue date, et je pourrais même également préciser que le consensus sur l'époque de rédaction s'est peu à peu étiolé. On évoque en effet une rédaction qui peut être postérieure à celle ordinairement admise, à savoir l'époque néronienne, malgré les nombreuses références à Lucain, à Sénèque, tout simplement parce que l'on avance l'argument qu'une telle critique impériale ne pourrait pas être concevable sous Néron. Toutefois, l'œuvre n'est pas si sulfureuse par rapport au pouvoir, c'est plutôt une critique de la société sur laquelle je vais revenir, et les personnages qui émettent des considérations avant tout artistiques et littéraires de mauvais goût sont aisément identifiables comme des losers, voire des parvenus. Ainsi, le roman s'annonce comme parodique et ironique d'entrée de jeu. On ne peut pas vraiment le considérer comme une critique politique envers le pouvoir impérial. Toutefois, effectivement, ces personnages sont absolument aux antipodes de Pétrone, qui aurait été surnommé de son temps par Néron lui-même et l'entourage impérial comme arbitre des élégances, elegentiae arbitraire, c'est-à-dire quelqu'un de très bon goût, de raffiné, d'érudit, et qui donc serait absolument très éloigné des personnages du Satyricon. Je ne vais pas débattre de la paternité de l'œuvre, tout simplement parce que l'auteur nous importe absolument peu pour le propos que nous allons avoir. L'époque, en revanche, est un peu plus importante, mais elle est relativement sûre. C'est une œuvre impériale du 1er siècle après Jésus-Christ, et c'est important pour nous, tout simplement parce qu'elle correspond à une période d'apogée de la gladiature, c'est-à-dire que le phénomène est bien connu et bien installé. Par conséquent, lorsque nous trouverons des références ou des termes qui s'y rapportent, nous pouvons être à peu près sûrs de savoir de quoi il s'agit. Quant à l'établissement du texte, il est à peu près aussi bordélique que le roman lui-même. Nous avons 3 catégories de sources. Tout d'abord, nous avons des extraits longs, mais ils sont incomplets. Ensuite, nous avons la Cena Trimalchionis, le festin chez Trimalchion, qui apparaît dans certains manuscrits comme une entité complètement à part. Et enfin, nous avons des extraits, bref, des fragments de texte. Pour cette catégorie-là, la fiabilité du texte est parfois remise en question, et seuls les fragments poétiques sont considérés comme les plus fiables, tout simplement parce que la prosodie aide considérablement à établir le texte. Ainsi, c'est un ouvrage à prendre avec beaucoup de précaution, non seulement parce que le texte n'est pas toujours sûr, mais encore tout simplement parce que le propos est volontairement parodique et ironique. Nous sommes en présence d'un narrateur personnage qui s'appelle Encolpe, qui a pour compagnon de veine et de déveine un certain Acite. Ils sont désœuvrés, désargentés, ils font des petits sales coups pour survivre, et ils se disputent les faveurs d'un jeune esclave qui s'appelle Giton. Et oui, c'est de là que vient l'antonomase. Ils sont invités à dîner chez l'affranchi Trimalchion par l'intermédiaire du professeur de rhétorique d'Encolpe qui s'appelle Agamemnon. Une fois entré dans la villa de Trimalchion, qui est un parvenu, on se rend compte que le luxe est absolument tapageur et de très mauvais goût. Riche, libéral, ingénieux, Trimalchion reste pourtant
particulièrement vile d'esprit. En effet, il affiche volontiers une érudition particulièrement confuse associée à une passion dévorante pour les gladiateurs. Rappelons en effet que les Munera sont un divertissement populaire. Ainsi, les origines serviles de Trimalchion sont montrées par une grande incapacité à maîtriser les grands auteurs d'une part, et d'autre part, par cette fascination pour les combats de gladiateurs. Toutefois, Encolpe, Alcilte et Giton parviennent à s'éclipser du dîner. Ils se disputent, ils se réconcilient, ils se redisputent, ils rencontrent en chemin le poète raté Eumolpe, ils enchaînent les galères, et on peut dire que c'est au sens propre parce qu'ils se retrouvent réellement sur une galère avant Molière. Le navire fait naufrage et c'est ainsi qu'ils se retrouvent à Crotone, en Grèce, pour de nouvelles aventures. L'œuvre finit assez abruptement sur une énième composition d'Eumolpe. Or, cette fois-ci, il nous livre son testament. Peut-on conclure qu'il s'agit de la fin de l'œuvre, ou est-elle inachevée? Nous ne saurons jamais. Il s'agit donc d'un roman qui fourmille de références, avec une réelle érudition sous-jacente. C'est une parodie de roman grec, c'est une parodie de roman initiatique, avec un joyeux mélange des genres et des registres, des personnages que nous pouvons qualifier de façon anachronique d'anti-héros éminemment sympathiques. C'est bel et bien une satura, c'est-à-dire une salade de fruits que l'on offrait aux dieux. Mais c'est aussi le nom de la potion aphrodisiaque qui est proposée par la prêtresse de Priape au tout début du roman. C'est une œuvre particulièrement difficile à traduire, car sous des aspects de vulgarité, le latin est en réalité particulièrement travaillé. Il y a des passages en prose, il y a des passages en poésie. Les personnages font des erreurs de lexique et de syntaxe. Il y a également un mélange des registres, des niveaux de langue, il y a des calembours. Par conséquent, je vais essayer de faire de mon mieux pour le traduire au plus proche de la lettre du texte, en essayant également de rendre la subtilité de la langue. Je vous propose de commencer par le paragraphe 9. « Ne te tairas-tu pas, gladiateur obscène, que la reine a renvoyé après sa chute? Ne te tairas-tu pas, nocturne assassin ?» etc. Gladiator est proféré comme une insulte par Alcilte, adressée à Encolpe, lorsqu'il se dispute les faveurs de Giton. L'épithète obscéné au vocatif est ajouté dans une tirade grandiloquente et, même si c'est un petit peu anachronique, on pourrait dire burlesque. En effet, le style est digne d'un réquisitoire, mais on utilise des insultes populaires et on va s'appuyer sur des éléments triviaux, voire obscènes. Ainsi, traiter quelqu'un de gladiateur est en soi infamant, c'est une insulte. Il est mis au même niveau syntaxique que le mot percussor, qui veut dire littéralement celui qui a frappé, et que l'on peut traduire par assassin. On remarquera également un chiasme et des assonances entre gladiator et percussor, mais aussi obscéné et nocturne. Percussor est peut-être polysémique ici, tout simplement parce que le gladiateur également est amené à frapper, qu'il s'agisse de son bouclier, de son arme d'aste ou encore de son arme de poing. Il y a donc un décalage entre la recherche stylistique, le personnage populaire, la trivialité de la situation, qui est ensuite suivie d'une accusation d'impuissance face aux femmes. Toutefois, les deux amis terminent assez vite leur querelle et se réconcilient aussitôt. Cela signifie donc peut-être que ce genre d'insulte est complètement banal dans leur relation. Toutefois, si on peut considérer que le gladiateur et l'assassin sont des insultes sans gravité pour ces deux personnages, alors cela veut dire que ces deux professions, si j'ose dire, sont à leur portée, sont à leur niveau. Mais ils sont peut-être trop lâches pour cela. Au paragraphe 29,
Les trois personnages entrent chez Trimalchion et pénètrent dans l'atrium. Ils y découvrent alors des peintures, avec notamment une représentation de Trimalchion qui est érigée en gloire par la déesse Fortuna elle-même. On comprend alors très vite la représentation de son ascension sociale, de jeune esclave à riche homme d'affaires, dans une mimésis d'une origine patricienne. En effet, sur l'autel des Lards est exposé bien en évidence un coffret dans lequel se trouverait la première barbe de Trimalchion. Or, le rite de l'offrande de la première barbe au dieu Lard existe bel et bien. En effet, à l'âge de 17 ans, les garçons de la nobilitas vont raser leur première barbe pour l'offrir au dieu du garde-manger, c'est-à-dire les dieux Lards. Ils vont quitter la toge prétexte, ils vont ôter la boula qu'ils portent depuis leur petite enfance. Et moi, j'ai un petit problème avec cette mention de la barbe. D'après ce que Trimalchion dit lui-même, un petit peu plus tard dans l'œuvre, au paragraphe 76 plus exactement, même si son maître, sur son testament, l'a désigné comme co-héritier de l'empereur, Trimalchion était relativement jeune. On ne peut pas croire que sa fortune ait été déjà faite à 17 ans. A priori, il n'a pas pu anticiper son ascension sociale en conservant précieusement cette fameuse barbe. Or, au paragraphe 73, le jeune favori de Trimalchion a droit à une fête pour sa première barbe. Je ne pense donc pas qu'il faille croire que cet usage était répandu pour les esclaves. Trimalchion est en train de détourner très certainement les rites qui sont propres aux patriciens. De même que son maître a finalement contourné les lois qui régissent les héritages pour pouvoir favoriser son jeune affranchi. Mais encore, revenons à l'atrium, comme tout atrium qui se respecte, il se doit d'avoir des représentations mythologiques. Encolpe s'arrête devant un tableau, que cette fois-ci il ne décrit pas de lui-même, mais il demande aux serviteurs préposés à l'accueil dans l'atrium, l'atriensis, de lui expliquer ce que représente le tableau. Le serviteur répond « L'Iliade et l'Odyssée et le combat de gladiateurs de l'Aénas ». Alors, petite parenthèse, l'Aénas, c'est un cognomène que l'on connaît bien, c'est celui de la famille Popillia. Ainsi, il y a de fortes chances pour que ce combat de gladiateurs ainsi représenté ait évoqué quelque chose pour les contemporains de l'œuvre. Pour nous, nous ne pouvons pas en dire grand-chose. Ce tableau, c'est en quelque sorte la casquette de Charles-Bovary. Là, je crois qu'on touche aux limites de la représentation. Il faut peut-être simplement comprendre que Trimalchion érige un mounus très ponctuel au même rang que les deux œuvres fondatrices de la littérature gréco-romaine. Si le tableau est inintelligible, c'est très certainement parce que le maître lui-même n'a strictement rien compris à Homère, comme nous pouvons le voir au fur et à mesure de la Quena Trimalchionis, où il profère des références complètement à côté de la plaque. Finalement, ce tableau, c'est presque une extracis de l'érudition en carton de Trimalchion. Et justement, au paragraphe 52, on va trouver un exemple de l'inculture de Trimalchion. Il confond allègrement les exemples mythologiques. Nous avons Cassandre et Médée, Niobé et Pasiphae. Donc ce sont des personnages mythologiques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et il demande à les faire représenter sur des vases. On peut donc vraiment se demander à quoi cela pourrait ressembler, mais c'est irreprésentable tout simplement parce que cela n'a pas de sens. En revanche, est représenté un combat de gladiateurs, celui d'Herméros et de Pertraites, gladiateur qui est repris un petit peu plus tard dans l'œuvre, plus exactement au paragraphe 71, lorsque Trimalchion demande à ce que, sur son tombeau, soit représenté
les combats de ce gladiateur. En soi, que l'on représente sur des sépultures des jeux, et plus exactement des Munera, ce n'est pas incohérent, tout simplement puisque nous avons retrouvé des attestations, notamment à Pompéi, comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo à propos des Equites. En réalité, c'est la grande confusion entre les éléments mythologiques à l'inverse de la grande précision avec laquelle sont représentés ces deux gladiateurs qui montrent réellement la fausse érudition de Trimalchion ainsi que sa bassesse d'esprit. Si l'on doit revenir à la critique de la société que propose le Satyricon, c'est selon moi un bon échantillon du parvenu qu'est Trimalchion. En effet, on peut acheter bien des choses, mais pas le bon goût et encore moins la mémoire. Et quand bien même, au paragraphe 48, Trimalchion étale sa culture comme de la confiture et s'adresse en ces termes à Agamemnon, le professeur de rhétorique. Dis, très cher Agamemnon, est-ce que tu te rappelles les 12 travaux d'Hercule? Ou l'histoire sur Ulysse, comment le Cyclope a estropié son pouce quand il était changé en porc? Outre le grand n'importe quoi des références homériques et mythologiques, nous avons un problème de texte dans ce passage. En effet, le mot polykino, qui serait soit au datif, soit à l'ablatif singulier dans le texte, n'existe tout simplement pas. On pourrait penser à une coquille pour porcino, donc c'est-à-dire l'adjectif porcinus, porcin, mais syntaxiquement, on a beaucoup de mal à expliquer l'apparition d'un adjectif seul, c'est-à-dire qu'il ne se rattache à aucun nom, à aucun pronom, il n'est ni épithète ni attribut, et il est au datif ou à l'ablatif tout seul. Grammaticalement, cela n'a pas de sens. Ainsi, il y a soit une erreur de texte, tout simplement, il y a une coquille quelque part dans la transmission, ou bien, chose qui n'est absolument pas à exclure, Trimalchion commet une faute de syntaxe. C'est tout à fait cohérent avec le personnage. S'il est a priori capable de bien commencer sa phrase, d'un point de vue syntaxique, mais d'un point de vue aussi sémantique, avec la référence aux 12 travaux d'Hercule, il n'est pas capable de la finir correctement, puisqu'il confond allègrement deux épisodes, à savoir Ulysse retenu sur son île par le cyclope Polyphème, et d'un autre côté, l'épisode chez Circé où les compagnons d'Ulysse ont effectivement été changés en porc. C'est assez difficile de trancher. Aussi, je suis allée voir ce qu'en disaient mes illustres prédécesseurs. Dans la traduction d'Alfred Ernoult, on a le mot pince qui survient un petit peu de nulle part. Ernoult n'explique pas sa traduction, tout en reconnaissant qu'il y a un problème de texte. Je me demande si en fait il n'a pas traduit comme ça, parce que le verbe peut très bien signifier tordre, et donc Polyphème aurait tordu le pouce d'Ulysse. Or, dans la paracritique, toutefois, on peut constater dans la paracritique que la correction en porcino avait déjà été proposée en 1781 dans une édition proposée par Konrad Anton, qui a été publiée chez l'éditeur Gaspard Fritzsch à Leipzig. Or, Ernoult, dans la préface donc de l'édition des Belles Lettres, considère que tout ce qui a été fait avant les philologues du XIXe siècle sur l'établissement du texte ne peut pas être pris en compte. Je vais vous lire un passage. À la suite de travaux philologiques qui embrasent tout le domaine de l'Antiquité classique, la critique du texte sort du domaine de la fantaisie pour entrer dans celui de la méthode. Sauf que Ernoult ne se penche pas non plus, méthodiquement,
sur ce problème de texte. Parce qu'après tout, le mot pince, en latin, on le connaît, hein. C'est forceps, pas porcino, rien à voir. Ainsi, accepter cette correction ferait sens. Trimalchion massacre les références, de même qu'il massacre le latin. C'est tout à fait cohérent avec le personnage. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, c'est parce que pour moi, il illustre parfaitement la tonalité de l'œuvre, et c'est pour ça que sur certains éléments, il faut vraiment la prendre avec précaution, et l'exemple qui va suivre va complètement dans ce sens. Au paragraphe 117, Eumolpe, le poète raté, va proposer à nos 3 losers préférés une escroquerie lorsqu'ils se retrouvent à Crotone après leur naufrage. En effet, Eumolpe va proposer à Riri, Fifi et Loulou de se faire passer pour les serviteurs d'un vieillard moribond qui n'a plus de fils et qui a une fortune colossale à léguer. En effet, ils espèrent ainsi attirer des chasseurs de testaments qui vont essayer de s'attirer les faveurs du vieillard par des cadeaux, par de la nourriture, par des bons soins, afin de capter une part de l'héritage en se retrouvant couchés sur son testament. Ainsi, les 4 compères espèrent manger à l'œil pendant un certain bout de temps. Ainsi, Eumolpe fait prêter un serment aux 3 compères pour les lier à lui. Je vous cite le texte. « C'est pourquoi, afin que toute la fourberie soit scellée entre nous, nous prêtâmes serment, selon les mots d'Eumolpe, d'être brûlés, battus, fouettés, même tués par le fer, et tout ce qu'Eumolpe ordonnerait d'autre. » L'hyperbole y manifeste, avec accumulation, gradation, superlatif, le propos est évidemment exagéré, et c'est drôle. Or, ce passage a pu être interprété comme un fragment du serment que les gladiateurs auraient réellement prêté. Or, je viens de vous le traduire, il n'y a pas de mention des gladiateurs dans ce passage. Ce sont bien les mots d'Eumolpe, Welba, Eumolpi, qui sont prêtés ici. Dans le texte, il y a bien la mention de gladiateurs, il y a bien une comparaison qui est faite avec des gladiateurs, mais c'est la phrase suivante. Elle n'a rien à voir avec ce qui a été dit précédemment, si ce n'est sans doute pour renforcer l'aspect infamant de ces personnages qui vont se livrer à des actions particulièrement viles. Ainsi, les 3 compères se vouent corps et âme auprès d'Eumolpe, qui n'a pas l'air d'être un grand leader et qui les engage très certainement dans un coup foireux qui risque de leur retomber sur le coin de la figure. Il y a assurément un décalage entre la grandiloquence du serment et la trivialité, la bassesse de la petite escroquerie qu'ils sont en train de monter. D'ailleurs, la première phrase semble évoquer les châtiments corporels que les personnages semblent entrevoir. Alors, soit qu'ils les ont déjà reçus, puisque ce n'est très certainement pas leur premier mauvais coup, soit ils anticipent d'avance que ça va rater, qu'ils vont se faire prendre et qu'il y a de fortes chances qu'ils se fassent tabasser ou bien prendre par la justice de sorte à recevoir un châtiment. Bref, ce sont nos personnages, ces petites frappes sympathiques qui s'embarquent pour une énième aventure ou énième mésaventure, ça dépend du point de vue que l'on prend, mais ce passage, à mon sens, ne peut vraiment pas être considéré comme argent comptant et comme une source sûre d'un quelconque serment prêté par les gladiateurs, si tant est qu'un tel serment ait existé. À présent, je vais revenir sur un passage que j'ai déjà évoqué dans de précédentes vidéos, puisqu'il y a mention explicite de Munera, c'est le paragraphe 45 du Satyricon. Je ne vais pas revenir sur le cas de la femme Essédère, qui à mon sens a très certainement une signification sinon parodique, du moins obscène.
Il y a la description de jeux très peu chers qui ont offert un piètre spectacle puisque les gladiateurs sont arrivés sur l'arène déjà à moitié morts. Mais il y a également la mention d'un spectacle de qualité où l'Evergette a justement fait exprès de payer un spectacle de Munera dans lequel les gladiateurs ne sont pas des esclaves qui dépendraient encore d'un laniste, mais des affranchis. Ainsi, le spectacle est beaucoup plus cher, mais il est considéré comme de meilleure qualité. Le passage n'est absolument pas retranché, puisqu'il donne quand même des indications assez intéressantes entre la différence du combat demandé par Norbanus, donc un combat peu cher avec des gladiateurs au rabais, et en parallèle le combat qu'un certain Titus a commandé, qui lui en revanche est de qualité parce qu'il y a mis le prix. Pour conclure, il s'agit d'une œuvre ironique, mais qui dit tout de même quelque chose, sinon de la gladiature en soi, du moins de son phénomène. Gladiateur, c'est une insulte dans la bouche des personnages, mais c'est une idole pour le parvenu qui est Trimalchion. Ainsi, la passion de Trimalchion pour les Munera, c'est sans doute une critique de la société romaine, en mutation, sinon en décadence, avec un apparent bouleversement, voire renversement, des vieilles valeurs romaines auxquelles de nouveaux riches souhaiteraient prétendre, sans toutefois parvenir à les assimiler correctement. Trimalchion reste en effet un homme de basse extraction, vide d'esprit, non seulement par sa culture embrouillée, mais aussi par le fait qu'il se contente d'assister à des Munera sans même en organiser. En effet, à l'époque impériale, les jeux, et notamment les Munera, sont intimement associés au culte impérial. Toutefois, l'évergétisme existe toujours, puisque des instances républicaines comme certaines magistratures survivent même sous l'Empire et sont accessibles par des élections. On achète ainsi la paix sociale en prétendant favoriser la Pax Deorum. Ainsi, Trimalchion, bien que très riche, ne peut pas tout acheter, y compris une place dans le décor politique. Il se heurte à une sorte de plafond de verre en raison de son origine servile. Et si on considère le ridicule avec lequel ce personnage est traité, on peut peut-être penser que l'auteur, quel qu'il soit, considère que ce plafond de verre est une bonne chose.